Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Garot-Blanchard. Je vous joins aujourd'hui au nom de la CSM pour le programme Ça va pas aujourd'hui. Donc, je suis heureuse d'être avec vous pour la prochaine heure pour vous parler de santé mentale, bien sûr. C'est toujours notre thématique, mais avec une thématique un peu plus précise par rapport à la résilience aujourd'hui. C'est ça qu'on va aborder au cours de la prochaine heure. Alors, ça se veut assez interactif. Je vous invite donc à me faire part de vos questions si vous en avez en cours de route, si vous avez des commentaires ou des idées. J'aime toujours voir dans l'espace de clavardage quand les gens expriment à quoi ça leur fait penser, ce dont je suis en train de parler. Est-ce qu'ils sont des exemples, des suggestions, des stratégies, peut-être qui sont déjà utilisées, qui ont bien fonctionné. Donc, je vous invite à faire tout ça, à nous partager tout ça et je vais en même temps essayer de garder un œil sur l'espace de clavardage. Il y a quelqu'un qui nous demande si vous devriez prendre des notes ou est-ce que la présentation va vous être envoyée. Vous allez avoir accès là, à la présentation. Vous allez même avoir accès à un enregistrement de la présentation. Donc, vous allez avoir à la fois le texte, mais aussi ce que je vais vous avoir dit. Vous pouvez tout à fait prendre des notes, peut-être des notes un peu plus personnelles, à quoi ça vous fait penser ou des choses que vous aimeriez essayer, mais au niveau du contenu, là, vous allez recevoir ce dont je vous parle, vous allez l'avoir accessible. Donc, mon nom est Catherine, comme je l'ai mentionné, je vous rejoins au nom de la CSM, l'Association canadienne pour la santé mentale. Moi, ma formation est en travail social, donc j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'UQAM. Je suis située à Montréal. Et ça fait quelques années que je travaille dans le domaine de la santé mentale à plusieurs titres. Alors, je donne des formations, je transmets de l'information aussi dans différents milieux, que ça soit dans des écoles. Je travaille aussi au niveau du système de justice au Québec. Je rejoins des gens au sein des organisations. Donc, pour essayer d'améliorer la santé mentale des individus, des populations, des équipes, que ça soit au niveau des communautés, dans les milieux de travail, dans les écoles, parce que tout ça est très important à considérer. La santé mentale, c'est pas juste une affaire individuelle. Il y a les milieux qu'on fréquente ont un grand impact sur notre santé mentale et cet impact-là peut être positif comme plus négatif si le bien-être des individus n'est pas considéré. Donc, c'est la mission que j'ai. Si vous connaissez plus ou moins les autres services reliés à la CSM, je vous invite à consulter leur site Internet et à aller voir quels sont les services disponibles dans votre région. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est principalement d'aborder la question du stress et de la résilience. On va faire des liens avec le milieu de travail, mais aussi dans votre vie personnelle, là, très certainement. De toute façon, on le sait, ce qui se passe à la maison influence généralement le travail et vice-versa. Alors, on va commencer par comprendre de quoi il est question quand on parle de stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Comment ça se manifeste en milieu de travail? Est-ce que c'est toujours mauvais également? Le stress n'a pas très bonne réputation, mais est-ce qu'on pourrait dire que le stress peut parfois être positif? Et on va voir ensemble certaines stratégies qu'on appelle les 4 A de la gestion du stress. Donc, c'est vraiment des façons de penser différentes, de concevoir le stress de façon différente, puis d'essayer de voir comment est-ce que ça peut avoir un impact positif là, sur notre gestion du stress au quotidien. Dans la deuxième partie, on va aborder un peu plus la résilience, toujours en lien avec le stress, mais la résilience sera notre sujet principal. Donc, encore une fois, on va la définir, on va essayer de comprendre quels sont les ingrédients ou les éléments clés qui font partie de la résilience et comment est-ce qu'on peut la soutenir, la maintenir à travers le temps. Un peu comme le stress, c'est pas quelque chose qu'on contrôle entièrement, mais c'est pas non plus quelque chose qui nous arrive, sur lequel on n'a pas de pouvoir. En fait, il y a des choses qu'on peut faire à la fois pour la gestion du stress et pour renforcer la résilience. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vers la fin, on va aborder aussi des formes de soutien vers lesquelles vous pouvez vous tourner dans le futur, donc qui vous sont disponibles. Et il y aura une période de questions pour commentaires également. Mais si vous avez des questions, commentaires, comme je le mentionnais au début, n'hésitez pas à les formuler au fur et à mesure. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, commençons sans plus tarder. J'aimerais qu'on brise la glace en se demandant comment est-ce que vous arrivez à la séance d'aujourd'hui. Donc, je me pose la même question que vous. Comment est-ce qu'on arrive? Ça peut prendre plusieurs formes. Alors, prenez un moment, prenez quelques secondes ou une minute pour faire un peu l'évaluation de votre état.
Ça peut être de se demander physiquement comment je me sens dans mon corps aujourd'hui ou dans le moment présent. Ça peut être de se demander plus d'un point de vue émotionnel, comment je me sens. Euh, Est-ce que, par exemple, d'un point de vue plus intellectuel, je me sens très concentrée ou j'ai l'esprit dissipé? Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Toutes les réponses sont les bienvenues. Vous pouvez les partager dans l'espace de clavardage. Donc, comment est-ce que vous vous sentez? Bien sûr, vous pouvez faire preuve d'optimisme et nous parler de comment vous vous sentez de façon peut-être un peu plus positive. Si ce n'est pas le cas, on cherche aussi à accueillir tout le spectre des émotions ou des ressentis. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez moins bien, ce sont des réponses qui sont tout aussi valides et tout aussi bien accueillies. Alors, je vous invite à nous partager comment vous vous sentez. De mon côté, je vous dirais que je crois que les mots que je choisirais sont motivée, stimulée, parce que j'aime beaucoup donner des présentations comme celle-ci, pouvoir transmettre aussi de l'information, échanger avec les gens quand quand je peux donner des informations puis que j'ai aussi un retour de la part des personnes participantes, c'est quelque chose qui est stimulant de mon côté. Et en même temps, je dirais aussi peut-être fébrile, parce que je fais toutes sortes de choses en ce moment, je travaille sur différents projets, donc je peux avoir l'esprit un peu dissipé. Alors, ça serait comme ça que je décrirais mon ressenti avec lequel j'arrive vers vous aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit curieux et intéressé. Excellent. Je pense que c'est aussi un bon état d'esprit dans lequel se trouver pour aller recevoir du contenu, donc pour assister à un webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie de se lancer, de nous dire comment vous vous sentez, dans quel état vous arrivez aujourd'hui. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour y réfléchir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit par rapport à votre état actuel et dans lequel vous arrivez à ce webinaire? Donc, il y a quelqu'un qui nous dit distraite. C'est aussi une réponse tout à fait valide. Je ne sais pas si ça sème des graines un peu dans votre esprit ou ça sonne des cloches plutôt. Vous voyez comment peut-être, c'est mon interprétation, dépendamment de qui on est puis dans quel état on arrive, ben, notre capacité à accueillir le contenu peut être aussi différente. Puis ça, on n'en prend pas nécessairement conscience, ou c'est rare qu'on prend le temps, en fait, de s'arrêter. Je sais pas pour vous, mais avant une réunion ou quand on arrive dans une formation, de se demander dans quel état je suis et dans quel état j'arrive. C'est certain que si je me sens comme la première personne, curieux, intéressé, ben peut-être que ça va être plus facile naturellement d'accueillir l'information, de prendre conscience que c'est vrai, je me sens un peu distraite ou je suis dissipée ou oui, je suis présente, mais je suis très stressée ou préoccupée par rapport à quelque chose d'autre qui se passe. Ça nous permet aussi d'en prendre conscience et des fois de faire certains ajustements. Si je me sens, je reprends votre exemple, si je me sens distraite aujourd'hui, mais peut-être que cette prise de conscience-là va m'amener, par exemple, à fermer les notifications, à éteindre mon téléphone pour pas ajouter encore plus de distractions. Alors, c'est tout simple, hein? Ça a pris quelques minutes là, pour se demander comment on se sent, comment on arrive. Mais vous voyez déjà que ces moments-là où on a une plus grande conscience de soi peuvent faire une différence sur comment on va accueillir, là, peu importe ce qui se présente devant nous, hein. Ça peut être une réunion, un événement planifié, mais ça peut être un défi aussi là, auquel on devrait faire. Une personne qui nous demande comment on arrive à la présentation sur le lien Zoom. Donc, pour avoir le PowerPoint, si je comprends bien, ça va être dans la plateforme. Ça va pas aujourd'hui, donc je pourrais vous revenir là-dessus tantôt. Donc, quelqu'un qui me dit fatigué mais curieux. Je pense que c'est aussi un bon rappel qu'on peut présenter plusieurs états ou plusieurs émotions à la fois. Alors, ça se peut que je sois intéressée par le contenu, mais en même temps, je ressens un état de fatigue particulier aujourd'hui. Donc, toutes des prises de conscience qui sont très pertinentes. Ce qu'on vient de faire, c'est la première étape finalement pour mieux
comprendre les difficultés qu'on peut vivre, que ce soit le stress, ou pour mieux tendre vers une attitude de résilience, c'est la prise de conscience. On s'en sort pas. La première étape, c'est toujours de prendre un moment d'arrêt pour voir dans quel état je suis ou qu'est-ce que je vis en ce moment dans mon travail, dans ma vie personnelle. Bref, pour faire une espèce de cartographie, puis ensuite de pouvoir prendre des décisions en fonction de ça. Alors, c'est un exemple assez simple, j'espère que ça va pouvoir vous rester en tête dans le futur et se rappeler que ça vaut la peine de prendre ces moments d'arrêt-là. On peut voir aussi que dans ce que vous avez mentionné, ben, il y a une certaine variété, hein. On peut se sentir curieux, fatigué, distrait, intéressé. Bref, si on était plus nombreux, nombreuses dans le groupe, ben, on aurait un encore plus grand éventail d'émotions ou d'expériences. Et tout ça est valide. Il n'y a pas une expérience qui est plus vraie ou plus importante qu'une autre. Et ça nous rappelle aussi que dans nos équipes ou dans les milieux qu'on fréquente, on ne prend pas nécessairement le temps de faire ce tour de table, mais quand on est assis avec d'autres personnes dans une salle de réunion, chaque personne, comme vous en ce moment, présente un état ou arrive dans un état qui est potentiellement différent, qui n'est pas toujours visible pour nous. Donc, un autre bon rappel de faire preuve d'empathie, puis de savoir que ben, notre expérience, elle n'est pas la seule à être valide. Il y a d'autres personnes qui peuvent arriver dans un état bien différent. Donc, on va commencer, comme je le disais, par comprendre le stress. Alors, qu'est-ce que c'est le stress? Quand je dis ce mot-là, vous avez peut-être déjà une expérience qui vous revient en tête ou peut-être que votre corps réagit d'une certaine manière. Juste dire le mot stress, hein, ça nous fait déjà, ça évoque bien des choses pour nous. Donc, je suis consciente que le stress, vous avez probablement une bonne idée de ce que c'est ou ce que ça représente. Puis en même temps, des fois, des concepts qui sont c'est quotidien. On a l'impression qu'on les connaît, qu'on les comprend bien. Puis au final, si on se demande, mais comment je définis ça, le stress, c'est peut que ça soit un peu plus difficile. J'aime bien commencer avec un parallèle avec le domaine de la physique, parce que c'est de là que vient le mot stress. Avant d'être utilisé dans un contexte psychologique, dans le domaine de la physique, le stress, c'est la pression qu'on exerce sur un matériau ou une surface. Et suite à ça, ben, si on imagine, par exemple, j'ai une balle de caoutchouc, puis que j'appuie dessus, je l'écrase, ben, je lui cause du stress. Et ce que fait la balle de caoutchouc, ben, c'est qu'elle va probablement changer de forme un peu, va s'écraser, elle va s'étirer. Et dépendamment, encore une fois, de la flexibilité du matériau, ben, il y a des choses qui, si ma balle est en verre et j'exerce une pression dessus, elle va juste casser. Alors que si c'est en caoutchouc, ben, ça se peut qu'elle soit plus flexible, donc qu'elle soit capable de s'adapter. Et ça, c'est garder ça en tête. On va en parler un petit peu plus tantôt quand on va aborder la question de la résilience, donc l'adaptation. Donc, si on ramène ça à un contexte plus psychologique, ben, le stress, c'est une réponse de l'organisme qui va causer différents types de tensions ou de pression, on pourrait dire, qu'elles soient physiques, émotionnelles et ou psychologiques. Et souvent, ça va se manifester dans plusieurs sphères. C'est quand même très rare qu'on va vivre un événement intense ou difficile ou qui nous cause des défis et qu'on va se dire, ah, moi, ça m'a juste affecté, par exemple, émotionnellement. Mais d'un point de vue intellectuel, dans mes relations, physiquement, aucun impact. Hein, vous pouvez repenser à des événements que vous avez vécus. Si on s'y attarde, il y a souvent des manifestations dans plusieurs sphères. Donc, c'est la réaction à la fois physique et mentale de notre corps, notre esprit, à une demande qui, on dit, dépasse les ressources dont on dispose pour y répondre. Donc, vous pouvez encore une fois penser à différents exemples. Si vous me demandez de faire quelque chose, je ne sais pas moi, si j'ai 20 dans mon portefeuille et vous me dites, hey, j'ai oublié mon portefeuille aujourd'hui, je dois aller me chercher un lunch, peux-tu me prêter 10 ben, j'ai les ressources pour vous prêter 10 j'en ai 20. Ça devrait être assez gérable. Bien sûr, c'est un exemple un peu banal là, que je vous donne, mais c'est juste pour illustrer la question des ressources. Mais si vous me demandez, hey, j'aurais besoin de 30 et j'ai juste 20 ça se peut que ça me cause un stress, c'est-à-dire que là, je
je suis un peu en conflit entre mon désir de répondre à votre besoin, mon désir de vous aider et en même temps le fait que il va falloir que moi-même je mette en place peut-être que j'aille emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre, peut-être que j'aille à la banque pour retirer de l'argent. Bref, ça va me nécessiter des démarches supplémentaires parce que la demande dépasse mes ressources. C'est un exemple un peu saugrenu que je vous ai donné, mais quand on pense au contexte psychologique, hein, par exemple, quand on a des demandes au travail qui sont plus grandes, qu'on nous dit, ben, il faut que tu lises un rapport de 350 pages d'ici demain, ben, ça se peut qu'on considère que ça dépasse nos ressources. On n'a pas suffisamment de temps, d'énergie. Et le stress, ben, c'est ce qui se passe quand on se dit, ben là, je vais pas y arriver. Ou il va falloir que je sacrifie d'autres choses, c'est-à-dire je pourrais pas dîner. Peut-être que je vais annuler une activité que j'avais prévue ce soir parce que il va falloir que je continue à lire le rapport en question. Peut-être que j'ai des collègues qui vont être déçus ou fâchés après moi parce que je leur avais dit que j'allais, je sais pas moi, les aider sur un projet cet après-midi, puis finalement je vais devoir me rétracter. Donc c'est ça le stress. C'est quand les demandes dépassent les ressources. En milieu de travail, euh, j'ai juste un questionnement en ce moment à savoir si vous voyez la bonne diapo. Je vais juste vous le nommer verbalement. En ce moment, est-ce que vous voyez un tableau vert avec les catégories de stress en milieu de travail? Si quelqu'un peut juste me répondre dans l'espace de clavardage ou me donner une petite réaction. Non. Voilà. Donc, je m'excuse, j'ai pas mis la bonne diapo au bon moment parce que je travaille sur deux écrans, mais voilà, ça devrait être réglé. Donc, maintenant, vous voyez, parfait. Donc, vous allez bien comprendre, mieux comprendre ce dont je vous parle. Alors, regardons ensemble en milieu de travail à quoi ça ressemble. Je vous ai donné déjà quelques exemples par rapport à une demande, par exemple, que vous fait votre gestionnaire ou quoi que ce soit. Donc, regardons les différentes catégories de stress qu'il peut y avoir en milieu de travail. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la conception des tâches. Donc, tout ce qui est au niveau de votre autonomie, de la charge de travail, des horaires, comment est-ce que vos tâches, comment est-ce que votre travail est organisé. Ensuite, on a notre rôle au niveau de l'organisation. Donc, au sein de mon milieu de travail, quel est ou quels sont mes rôles? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que le niveau de responsabilité associé à ces rôles-là est cohérent avec ce que je me perçois, par exemple, en termes de compétences? Est-ce que j'ai des rôles peut-être qui entrent en conflit les uns avec les autres? Ça peut tout être des zones de stress. Au niveau de nos relations interpersonnelles, je pense que je vous apprends rien, que ça soit les collègues, nos supérieurs, ou si nous-mêmes on supervise des équipes. Mais toutes ces relations-là peuvent être pleines d'aspects positifs, d'entraide, mais peuvent aussi, il peut y avoir des zones de friction, des tensions, et de ça émerge potentiellement du stress. Quand on parle de perfectionnement professionnel, c'est en lien aussi avec nos compétences et nos ressources. Donc, c'est de savoir, est-ce que je trouve que mes compétences sont mises à profit, sont bien considérées, ou au contraire, est-ce que, par exemple, j'ai l'impression que mon poste utilise une très faible proportion de mes compétences? Et est-ce que j'ai aussi accès à du perfectionnement? Donc, peut-être que oui, mes compétences sont cohérentes avec mon poste, mais que j'aspire à plus, que j'aurais envie d'avoir une promotion, mais que j'ai pas d'opportunité pour aller suivre la formation ou me perfectionner. Ça, c'est des zones de stress. Maintenant, pensons à la structure organisationnelle. Ben ça, c'est tout ce qui est euh, décidé un peu par la haute direction, les ressources humaines, qu'est-ce qui relève de l'organisation à proprement parler au niveau de l'équité, la reconnaissance, la communication. Quels sont les canaux de communication et comment est-ce que l'information est transmise? Alors, je suis certaine que vous pouvez trouver des exemples aussi qui s'appliquent à votre propre réalité. Au niveau de l'équilibre, ben, est-ce que les choses sont équilibrées? Et finalement, ben, des conditions de travail assez concrètes. Est-ce que, par exemple, mes conditions sont sécuritaires, psychologiquement et physiquement? Est-ce que mon salaire, est-ce que j'ai droit à des congés, des absences, etc. Fait que quand on fait le tour de tout ça, ben, je pense qu'on constate aussi qu'il y a potentiellement beaucoup de zones de stress.
Ça ne veut pas dire, et j'espère que c'est pas le cas pour vous, hein, que toutes ces zones-là stimulent ou génèrent du stress chez vous, mais on voit qu'il y a beaucoup de potentiel finalement pour que le contexte de travail ou le milieu de travail soit stressant. Ça m'amène à une prochaine question qui est, est-ce que le stress est toujours mauvais? Parce que là, je viens de vous parler de la pression qui est exercée, du fait qu'on doit s'adapter, que ça dépasse nos ressources, qu'il y a beaucoup de zones potentielles de stress ou de stresseurs au travail. C'est pas très reluisant, hein? Ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça se peut que vous considériez que c'est stressant même en soi d'entendre parler à quel point le stress peut être présent au travail. Mais si on y réfléchit, est-ce que le stress est nécessairement tout le temps mauvais? Donc, j'ai envie de vous demander, quand vous regardez le spectre à l'écran, le continuum, on passerait d'un niveau de stress trop faible, là, inexistant, à un niveau de stress optimal, ensuite un niveau de stress trop élevé et l'épuisement. Ça, ce serait le continuum sur lequel on s'attarde. Où est-ce que vous pensez que vous vous trouvez lors d'une journée de travail très occupée, par exemple? Donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à accomplir, peut-être plusieurs réunions. Où est-ce que vous pensez que vous pourriez vous placer sur le continuum lors d'une journée de travail très occupée? Alors, vous pouvez me répondre dans l'espace de clavardage. Donc, il y a quelqu'un qui me dit habituellement, optimal. Donc, je trouve ça intéressant qu'on apporte une nuance, hein. Habituellement, ça se peut par exemple que si ce sont des circonstances particulières ou inhabituelles, qu'on soit plus nécessairement dans le stress optimal. Quelqu'un d'autre, est-ce que pour les autres, vous vous situez aussi dans un niveau de stress optimal ou vous avez davantage l'impression que vous pourriez vous trouver ailleurs? Donc, où est-ce que vous vous situez lors d'une journée de travail très occupée? J'ai pas d'autres réponses pour l'instant. Peut-être que vous êtes en réflexion. Je vous amène une question complémentaire. Ah, une autre personne donc qui nous dit non, pour moi, c'est plus dans l'espace d'épuisement, hein, ça on pense en lien avec le burn-out. Donc, même pour, vous voyez, pour la même question, comment ça se passe pour vous, une journée très occupée? Euh, on est à deux endroits différents du continuum face au stress. Une autre personne là, qui nous dit aussi, donc je reprends son expression, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Quand on a exploré cet espace-là d'épuisement, ça laisse des traces. Donc effectivement, notre tolérance au stress peut changer, elle peut se transformer. On peut avoir l'impression qu'elle n'est plus nécessairement là, la même qu'on avait avant. Là, je vous ai demandé où vous vous placez sur le spectre lors d'une journée de travail très occupée. Si je vous demandais plutôt où vous vous placez encore une fois sur ce continuum-là, mais là, vous êtes en vacances et vous êtes dans le sud de la France, à la campagne, et vous relaxez sur une terrasse. Donc, c'est ça que vous faites. Vous êtes très chanceux aujourd'hui. Vous êtes en France, à la campagne, et vous prenez des vacances. Où est-ce que vous vous imaginez sur le spectre? Alors là, ça a été rapide à répondre quand quelqu'un nous dit optimal. Une autre personne nous dit en vacances, niveau de stress zéro. Si je change la destination et que je vous dis, vous êtes toujours en vacances, mais au lieu d'être sur une terrasse en France, mais vous êtes maintenant au cœur de Manhattan, au cœur de New York. Vous êtes à Times Square, en vacances toujours. Est-ce que vous placez votre niveau de stress au même endroit ou est-ce qu'il change? Donc, pour les personnes qui ont répondu, est-ce que, quelqu'un qui nous dit, encore une fois, zéro stress. Donc, ça se maintient. Une autre personne nous dit, non, trop élevé. Alors, vous voyez comme ça peut changer selon plusieurs facteurs. Certainement, oui, une autre personne qui dit, oh non, maintenant, le stress est rendu élevé. Donc, même en vacances, on pourrait faire une distinction de se dire, travail, c'est stressant. Vacances, on n'est pas stressé.
Un autre exemple, ça pourrait être, puis moi, c'est quelque chose que je vis actuellement, on fait l'achat d'une nouvelle maison ou d'une première maison. On sait ou on imagine que c'est un événement heureux. En même temps, ce serait faux de dire, en tout cas de mon côté, je vous dis, que mon niveau de stress, il est pas optimal, là. Il est vraiment pas à zéro. Pourtant, c'est un événement que j'ai choisi. Hein, c'est moi qui désire acheter une maison. Je suis contente de le faire. Et ça vient en même temps avec un stress de mon côté assez, assez élevé. Puis on l'a vu aussi dans vos réactions par rapport aux différentes destinations. Alors, j'espère que ça nous permet d'amener quelques nuances par rapport au stress. C'est pas noir ou blanc, c'est pas bon ou mauvais, c'est plein de nuances dépendamment du niveau de stress, des circonstances et des choix aussi. Parce qu'il y a des stress qu'on peut choisir, on les vivra pas de la même manière qu'un stress qui nous est imposé, par exemple. Hein, si tantôt, en sortant de chez moi, je vois que j'ai une crevaison, puis que je peux pas conduire ma voiture, ben, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai choisi. Donc, je vais faire face à ce stress-là de façon différente peut-être qu'un stress que j'ai choisi, dans une destination de vacances. Une autre personne nous dit: «Dans l'un ou l'autre des cas, ça dépend aussi des plans». Donc, ça se peut, c'est vrai, qu'on soit sur la terrasse en France, mais qu'on soit en train de penser à qu'est-ce que je dois faire demain? Ou ouf, la semaine de vacances achève, déjà demain ou dans 2 jours, je dois prendre l'avion pour retourner à la maison. Donc, est-ce qu'on est dans le moment présent ou est-ce qu'on se projette dans le futur? Donc, est-ce que je suis là où je veux ou est-ce que je suis capable là, de profiter à 100% de l'endroit où je me trouve? Ben là, c'est super. Alors, j'adore que vous m'amenez aussi toutes sortes d'autres nuances pour pousser la réflexion. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, le stress, c'est pas bon ou mauvais. C'est un état qui est nécessaire, qui fait partie de l'expérience humaine. Il y a personne qui ne vit zéro stress, jamais, du moins à un moment ou à un autre de notre vie. On est tous et toutes amenés à ressentir du stress. Et le stress peut être positif. Donc, ça fait partie de nos mécanismes de survie et nous permet d'être alerte, par exemple, et là, repenser à des moments où le stress vous a peut-être aidé. Je reprends les exemples de voyage, hein, parce que la saison des vacances arrive. Mais si on est à l'aéroport et qu'on se rend compte qu'on est dans le mauvais terminal, par exemple, et que notre avion décolle dans 10 minutes et qu'on n'est pas du tout au bon endroit, imaginez si on ressent un niveau de stress trop faible, qu'on n'est pas stressé du tout. Ben, probablement qu'on va marcher tranquillement vers notre destination ou qu'on va se dire: «Oh, j'ai le goût d'aller me chercher un café. Donc, je vais faire un arrêt au café et pas du tout, agir en conséquence face à l'événement qui devrait être stressant, mais il peut y avoir des conséquences où finalement on manque notre avion. Donc le stress, il nous permet d'être concentrés, d'utiliser nos ressources, hein. On le sait très bien quand on ressent, par exemple, cette bouffée d'adrénaline, ben, c'est ça qui nous permet de survivre dans des circonstances de danger où même notre sécurité est menacée. Mais sinon, quand on n'est pas dans un contexte où on est menacé, ben, ça nous permet quand même là, de mettre à profit nos ressources et de prendre au sérieux ce qui est en train de se produire. Donc, c'est ce qu'on appelle le stress. C'est le niveau qu'on dit optimal, donc la case qui est en vert à l'écran. Si on a trop peu de stress, on peut aussi se sentir dans un état d'ennui. Donc, le stress peut être lié, encore une fois, un niveau de stress optimal peut être lié au fait de se sentir stimulé, d'être alerte, d'être concentré, d'être motivé. C'est aussi ce qu'on appelle un défi. Hein, si on fait quelque chose qui est répétitif, qui est très facile, si je fais quelque chose que j'ai fait des millions de fois, je suis pas particulièrement intéressée. Je le sais que de toute façon, là, je vais le réussir haut la main parce que je fais tout le temps cette tâche ou cette activité-là, qu'il y a pas vraiment de bénéfice intéressant, comme finalité. Ça se peut que si ma vie est constituée uniquement de tâches ou d'événements comme ceux-là, ben, je ressente un sentiment de sous-stimulation, d'ennui.
et que ça peut aussi se transférer à d'autres sphères où je me dis, bon, je m'ennuie tellement. Dans le fond, pourquoi je ferais l'effort d'aller à tel endroit ou de chercher à être stimulé davantage? On peut perdre notre motivation. Donc, c'est important de garder en tête qu'il y a un niveau qui est optimal. Donc, quand on parle du stress, il y a une mauvaise réputation et on en parle souvent de façon négative? C'est parce que le stress est souvent en trop grande quantité, donc trop élevé, l'écart entre nos ressources et ce qu'on a, par exemple, à faire ou à accomplir est beaucoup trop grand, et parce qu'on n'a pas non plus de moment de repos. Donc, à l'époque, là, des hommes, des femmes, des cavernes, quand il y avait une menace, je sais pas moi, une attaque, ou il allait chasser le mammouth, il y avait euh, une interaction avec un animal, niveau de stress très élevé, et il y a de très bonnes raisons à ça, hein. S'ils veulent réussir à chasser leur mammouth ou à survivre à une attaque d'un animal ou d'un rival ou peu importe, ben, il faut que le niveau de stress soit élevé. Mais après, ils n'allaient pas se mettre dans des circonstances stressantes 5 minutes plus tard. De fortes chances qu'ils retournaient dans leur caverne et leur corps, leur système nerveux avait le temps de retourner à un espace un petit peu plus neutre, un niveau de stress optimal ou même à un niveau de stress faible. Donc, c'est la période de rétablissement, qu'on pourrait dire. Un des problèmes qu'on a dans nos sociétés modernes, puis qui est lié à la mauvaise réputation du stress, c'est le fait qu'on accumule stress après stress après stress, sans période de repos, sans période pour prendre soin de soi ou faire baisser la tension. Et c'est là où on se retrouve généralement dans la zone de l'épuisement, hein, pour certaines personnes qui l'ont partagé dans l'espace de clavardage, qui se sont retrouvées en épuisement professionnel. C'est le constat qu'on fait parfois qu'on n'était pas capable de trouver des espaces ou des ressources qui permettaient de faire baisser la tension. La tension était toujours élevée ou continuait à augmenter. Alors, c'est ça qui nous amène à avoir une vision négative du stress. Donc, quand il est prolongé, bien, ça peut effectivement avoir des impacts négatifs sur notre santé physique, notre santé mentale. Euh, Ça peut même nous amener à avoir des mécanismes qu'on appelle en anglais des mécanismes de coping, donc des mécanismes d'adaptation qui ne seront pas nécessairement sains. Si je suis épuisée parce que je travaille tout le temps, que les demandes sont incessantes et que j'ai pas le temps de dormir, mais ça se peut que je me mette à boire 15 cafés par jour parce que c'est mon seul moyen de rester éveillée pendant la journée parce que je suis tellement fatiguée. Vous voyez, ben, un mécanisme qui serait plus sain, ça serait de donner à mon corps, mon esprit le repos dont il a besoin. Mais quand on se met à compenser, par exemple, par des substances ou avec l'alcool pour faire diminuer la tension, ben, c'est là où il y a lieu de se demander, est-ce que mon mécanisme d'adaptation il est sain et me sert vraiment à long terme ou est-ce que c'est un peu comme un bandage, hein, que je vais mettre pour trouver une solution rapide, mais qui risque d'avoir des impacts négatifs à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Bien, voici les 4 A de la gestion du stress. Donc, vous les voyez à l'écran. On va passer ensemble à travers rapidement. Il y a certainement des choses que vous connaissez déjà là-dedans, mais j'espère que ça va vous aider peut-être à pousser la réflexion un peu plus loin. N'hésitez pas encore une fois à nous donner des exemples ou à l'illustrer de manière plus personnelle dans l'espace de clavardage. Première chose qu'on peut faire, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Des fois, le mot acceptation, on pense à résignation, hein. Si je vous dis, ben, il y a une situation difficile, ben, faut l'accepter. Des fois, on a une tendance à se rebeller contre ça ou à se dire, ben, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas abandonner. C'est très différent de l'acceptation. L'acceptation, ça sous-entend que la première chose qu'on doit faire, c'est prendre conscience de ce sur quoi on a du contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Et ça nous fait souvent réaliser qu'on va parfois passer beaucoup de temps à s'inquiéter, à stresser, à être préoccupé par rapport à des choses sur lesquelles, au final, qu'elles se produisent ou non, on n'a pas de contrôle sur le fait que ça va arriver. Alors, en faisant cette distinction-là, ça nous permet, par contre, de bien évaluer sur quoi on a du contrôle. Donc, quand on accepte les choses qu'on ne peut pas changer, bien, ça nous permet de voir qu'est-ce que je pourrais potentiellement changer. Donc, si vous avez prévu
des vacances, un long week-end pour la fin de semaine qui s'en vient, que vous voulez aller quelque part. Là, vous regardez la météo et annonce de la pluie torrentielle. Vous pouvez passer beaucoup, beaucoup de temps à vous stresser puis à vous dire: «Oh, est-ce qu'il va pleuvoir? Je pense qu'il va pleuvoir. Il va sûrement pleuvoir. Oh, ça va être le déluge. Ça va être désagréable. Ça me stresse, ça m'inquiète». Ou vous pouvez vous dire: «Ben, la météo, je ne peux pas la changer. Donc j'accepte cette portion-là». Et là, après ça, ben, vous pouvez avoir des idées pour ce que vous pouvez contrôler. Si vous prévoyez faire du camping, peut-être que vous allez regarder est-ce qu'il y aura un chalet disponible dans la même région ou au moins on ne sera pas dans l'eau? Ou bien est-ce qu'on a une certaine flexibilité par rapport à notre destination? Peut-être qu'on peut aller ailleurs. Donc, accepter ce qu'on ne peut pas changer nous permet aussi de trouver des solutions plus adaptées pour ce qu'on peut changer. D'ailleurs, tout ce que je vous dis ici, vous allez aussi l'avoir dans un document sur la plateforme Ça va pas aujourd'hui. Donc, il y a un document téléchargeable là, qui va être disponible dans les prochains mois, que vous allez pouvoir modifier avec des activités pour mettre tout ça en pratique. Donc, restez à l'affût. Dans l'acceptation, on peut aussi parler de comment on se sent et ça fait partie de l'acceptation parce qu'on n'est pas en train de changer nécessairement la situation en tant que telle, mais peut-être que simplement de nommer notre stress ou notre inquiétude, ça fait en sorte qu'on est capable de le diminuer. Donc, la recherche même nous démontre que quand on verbalise, il y a des zones du cerveau qui sont activées et d'autres qui sont moins actives, donc celles reliées aux émotions plus difficiles. Donc, même juste nommer nos émotions ou nos inquiétudes, ça peut participer à cette catégorie-là là, d'acceptation. La deuxième catégorie, c'est celle d'amoindrir les sources de stress mineurs ou évitables. Encore une fois, peut-être que votre réaction, c'est de vous dire: «Mais non, je ne veux pas éviter des choses» ou «Les stress, on ne peut pas les éviter». Mais c'est pas de faire semblant que le stress n'existe pas ou de tenter d'éviter tout ce qui est stressant dans la vie. Ça se peut pas, ça fonctionne pas de toute façon. Mais c'est plutôt, encore une fois, de faire la distinction entre les stress inévitables et les stress auxquels je peux dire non. Et il peut avoir aussi un sentiment d'empouvoirment assez fort dans le fait de faire cette distinction-là et de dire ça, par exemple, je sais pas moi, cet événement-là, je choisis de pas y aller parce que j'ai pas vraiment le goût, j'ai pas le temps, puis ça va juste me causer du stress ou j'ai l'impression que ça va me causer beaucoup plus de stress. Donc faire le tri finalement et d'être honnête avec soi-même quand on se dit: «Il faut que je fasse ça». Puis là, on a une liste interminable, ce sont toutes des obligations, ça il faut, il faut, il faut. De faire le tri aussi et de se demander: «Qu'est-ce que je dois réellement faire qui est inévitable et qu'est-ce que je pourrais, refuser finalement?» Donc qui nous permettent d'amoindrir les stress, les sources de stress. Notre environnement, particulièrement notre environnement immédiat, nos habitudes, c'est aussi quelque chose sur quoi on a du pouvoir. Alors quand je disais on accepte ce qu'on peut pas changer, dans la catégorie de ce qu'on peut changer, il y a souvent cet environnement, nos habitudes de vie, notre routine. Donc, si on est dans une période particulièrement stressante pour une raison ou pour une autre, ou si on prévoit qu'on va vivre beaucoup de stress, on peut choisir de réfléchir à comment est fait notre espace de travail, par exemple. Est-ce que je suis super stressée dans mon emploi parce que j'ai des tonnes de choses à faire et là, à tous les jours, quand j'arrive dans mon espace de travail, j'ai des piles de feuilles, de dossiers un peu partout, des post-it collés, c'est le chaos. Et juste le fait d'arriver à mon espace de travail le matin, je sens déjà l'anxiété ou le stress monter en moi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Est-ce que je peux choisir de prendre le temps de classer les choses, de faire un ménage pour avoir l'esprit plus clair? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par rapport à nos habitudes de sommeil, notre alimentation, donc c'est des choix qui nous permettent d'investir un peu de temps et d'énergie dans quelque chose, mais qui après va avoir des bénéfices sur les sources de stress là, qu'on a. Et finalement, le dernier, ben, c'est d'adapter nos chaînes de pensée. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de concret, mais ça va être plutôt notre vision des choses qui va changer.
c'est pas une action nécessairement qu'on va poser, mais comment on voit les choses. Et considérer l'énergie, la quantité d'énergie ou de temps qu'on investit dans quelque chose, est-ce que ça nous bénéficie? Donc, si je me sens stressée par rapport à, je sais pas, mon déménagement et que je passe vraiment beaucoup de temps à me dire, par exemple, il faudrait pas que telle chose arrive, oh, il faudrait pas non plus que ça arrive. Ça, si ça se produisait, ça serait une catastrophe, hein. Donc, imaginez, par exemple, des scénarios catastrophes dans le futur, ou plutôt si il m'arrive quelque chose que je considère négatif, comme je vous disais tantôt, si j'ai une crevaison, euh, ben, est-ce que je vais passer, par exemple, des heures à me dire: «Oh non, pourquoi moi? C'est toujours à moi que ça arrive ces choses-là. Vraiment, j'ai eu comme une malédiction, je suis vraiment pas chanceuse, que je mérite pas ça». Ça peut tout être des questions très valides. On peut s'accorder un temps pour se les poser, pour être frustré, pour être déçu. Mais si je passe des heures à me demander, par exemple, à me sentir victimisée, à avoir l'impression que les choses sont injustes, sans poser des actions là, pour changer tout ça. Au niveau de mes chaînes de pensée, je prends quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc, j'accorde beaucoup de temps et d'énergie à quelque chose qui n'aura pas nécessairement d'impact positif. Donc, au niveau de mes chaînes de pensée, est-ce que je peux me dire, par exemple, c'est frustrant, mais non, c'est pas la vie qui s'acharne sur moi, c'est pas une injustice, c'est un pur hasard. J'ai roulé sur un clou, par exemple, puis euh, ça me permet de passer à autre chose plus rapidement. Donc, c'est important là, quand je vous dis ça, c'est pas de faire semblant qu'on n'a pas de problème ou que les choses sont pas difficiles, mais c'est plutôt de repenser nos messages automatiques. Ou si mes messages sont négatifs ou je vais me dire ah, je suis donc ben une niaiseuse, j'ai encore fait la même erreur. Est-ce que ce schéma de pensée-là, il m'aide ou est-ce que je peux faire preuve peut-être de plus de compassion? Donc, ce sont des stratégies que vous pouvez utiliser dans la gestion du stress. Maintenant, passons au stress, mais en lien davantage avec la résilience. Donc, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est la résilience pour vous? C'est pas une question piège, allez-y vraiment avec vos réponses instinctives. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous pouvez me l'écrire dans l'espace de clavardage quand je vous parle de résilience. Ça serait quoi votre compréhension ou la définition que vous aimeriez lui donner? Pendant ce temps-là, ça me permet de prendre une gorgée d'eau. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir à qu'est-ce que c'est la résilience dans votre esprit. Donc, on a quelqu'un qui nous dit de développer des mécanismes pour trouver des solutions, hein, donc être capable de réagir finalement, d'être en mode solution. Quelqu'un qui nous dit également le mot adaptation, tout à fait. Vous avez des très bonnes pistes pour définir la résilience. Donc, regardons ensemble la définition. La résilience, c'est la capacité à s'adapter ou à se rétablir face à des défis. Donc, vous avez vraiment nommé à travers les solutions et à travers aussi la notion d'adaptation. Donc, plutôt que de se laisser, par exemple, submerger par le stress, on va l'utiliser comme une information parce que comme on l'a vu tantôt, le stress est aussi nécessaire et ça nous informe aussi sur notre état. Si je suis stressée par rapport à quelque chose, ça peut être un indice que c'est quelque chose qui est important pour moi. Ou si un événement me stresse, j'ai une présentation à faire demain, je suis très stressée, ça peut aussi être un indice de me dire, ben, je me suis pas suffisamment préparée. Peut-être qu'il faudrait que j'aille relire mes notes pour me sentir moins stressée. Donc, on utilise les indices du stress comme des informations et ça nous signale qu'on doit agir, qu'on doit passer à l'action. Hein, le stress n'est pas fait pour simplement rester à l'intérieur, c'est un moteur d'action. On dit aussi que la résilience, ça se développe souvent à partir d'une expérience personnelle, mais on peut aussi faire en sorte de la renforcer au fil du temps, donc choisir de prendre des occasions finalement pour développer, améliorer, renforcer notre résilience. Donc, il faut comprendre que la résilience, c'est quelque chose qui nous permet de s'adapter. Alors, vous avez bien raison avec le mot adaptation ou de se relever face à une difficulté.
pouvez penser à des exemples dans votre vie personnelle ou au travail où vous avez fait face à un défi important. Peut-être que quand le défi s'est présenté, vous vous êtes dit: «C'est impossible à surmonter, je m'en remettrai jamais». Et qu'au final, non seulement vous avez réussi à surmonter le défi, à utiliser vos ressources, à développer peut-être même avec créativité des nouvelles ressources pour faire face à la difficulté. Et au bout du compte, c'est pas de se dire: «Ah, j'étais dans un état A, l'événement difficile m'a amené dans l'état B, et puis là, après ça, je retourne à l'état A». Ce que les gens vont nommer souvent, c'est que la résilience, c'est d'avoir appris, c'est d'avoir grandi d'une expérience difficile et de se sentir souvent, heu, plus fort, plus forte, donc plus capable de faire face à des défis. C'est là la beauté de la résilience, c'est qu'au fur et à mesure qu'on traverse la vie, qu'on fait face à des défis qui sont inévitables, on est capable après ça de se dire, de bâtir un peu notre coffre à outils et de se dire: «Ben, j'ai traversé telle chose, j'ai traversé telle autre chose, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai été capable et j'ai appris. Donc là, je peux reprendre, réutiliser peut-être même certaines stratégies ou ressources qui m'ont été utiles dans le passé et les appliquer à une situation future». Il faut comprendre aussi que la résilience, parce que là, quand je dis ça, je suis sensible au fait qu'on comprenne ce que c'est, mais ce que c'est pas. Et il y a un risque de glissement quand on parle de résilience, qu'on tombe dans ce qu'on appelle la positivité toxique. Donc le fait de présenter, le fait d'être fort, d'être à l'épreuve de tout, d'être toujours positif, positif comme l'objectif. C'est pas ça la résilience. La résilience, c'est de se permettre de vivre tout un bagage d'émotions et d'expériences, c'est se permettre d'être découragé, d'être au bout du rouleau parfois, heu et avec la finalité où on est capable de rebondir, de s'en remettre, de s'en sortir. Donc être résilient, ça veut surtout pas dire de nier les difficultés, hein. Si vous vivez, par exemple, je sais pas, un deuil, puis quelqu'un vous dit: «Ben là, faut passer à autre chose, sois positif, il faut s'en remettre», c'est pas de la résilience ou c'est pas un encouragement à la résilience, c'est simplement la négation des émotions qu'on est en train de vivre, et ce qu'on appelle donc la positivité toxique. Donc j'espère que ça vous permet de bien comprendre la nuance. Comment est-ce qu'on peut renforcer notre résilience personnelle? Donc, je vous envoie la question. De votre côté, comment est-ce que vous pourriez utiliser différentes stratégies pour renforcer votre résilience? Alors, je suis à l'affût de vos réponses. Donc, dans l'espace de clavardage, vous pouvez me dire quelles sont des stratégies peut-être que vous avez déjà utilisées ou dont vous avez entendu parler, peut-être que dont vous avez été témoin chez les autres. Quelles sont les stratégies pour faire preuve de plus de résilience ou rendre ces ressources-là finalement disponibles dans le futur pour quand on va faire face à des défis. Donc, il y a quelqu'un qui me dit apprendre à dire non. Tout à fait. Apprendre à mettre ses limites, c'est aussi une façon de façonner notre résilience. Et quelqu'un ajoute à ça, c'est bon, explorer ses propres limites. Donc, pas juste dire non et établir ses limites. Oui, c'est une portion importante, mais aussi pour être capable de dire non, de me sentir à l'aise, puis de le faire au bon moment, dans les bonnes circonstances, il faut aussi que je les ai explorées, ces limites-là. Et peut-être des fois que je me sois frappée sur un mur en me disant: «Oups, j'ai dépassé la limite». Mais ces expériences-là nous permettent aussi de mieux la situer, la limite, et de la connaître. S'exposer au stress, donc pas juste d'éviter toutes les situations stressantes, hein, choisir des stress à notre mesure auxquels on sent qu'on est capable de faire face. Quelqu'un nous dit: «Aller marcher», donc aller prendre l'air, faire le vide et réagir quand il y a quelque chose de lourd ou de difficile. Donc des très bons exemples que vous nous partagez. Je vous en donne davantage, donc pour nourrir la réflexion, puis vous pouvez voir comment est-ce que ça s'applique peut-être là à des circonstances que, vous avez déjà vécues. Donc la première sphère, c'est celle de l'adaptabilité. On l'a nommé dans la définition de la résilience.
Alors, c'est notre capacité à faire face à des nouveaux défis, à des changements dans l'environnement. On peut parfois sentir que quand il y a des défis ou des changements, on se bloque, on est rigide, on veut pas que les choses changent, mais en travaillant notre adaptabilité, ben, on est capable de réduire le stress et l'anxiété qui est lié avec l'incertitude et les changements. On est capable aussi d'avoir un petit peu plus de pouvoir, de contrôle dans des situations où on aurait l'impression qu'on est complètement dépassé. Donc, on peut maintenir un meilleur équilibre. Alors, des stratégies qu'on peut avoir, ben, c'est pratiquer, par exemple, la pleine conscience, donc d'être ici, maintenant, dans le moment présent, sans jugement. Et c'est quelque chose qui peut être très utile dans le contexte du travail où on a des demandes qui viennent d'un peu partout, on est très stimulé, plusieurs formes de communication qui sont utilisées pour rentrer en contact avec nous. Donc, de prendre des moments choisis au cours de notre journée, par exemple, pour s'arrêter et se vider l'esprit, laisser les pensées passer sans s'y accrocher, ça peut être des bons exercices. Quand on parle de régulation émotionnelle, ben, vous en avez donné des exemples. Quelqu'un qui nous parle aussi d'une bonne hygiène de vie pour réduire le stress de manière générale, donc pas être en état d'épuisement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on évite le stress, au contraire, c'est qu'on s'assure d'être bien équilibré, d'être bien nourri pour que quand les stresseurs arrivent, on ne se sente pas dépassé par ces stresseurs-là. Donc, c'est aussi une forme de résilience. Donc, notre régulation émotionnelle, c'est notre capacité finalement à répondre aux expériences émotionnelles qu'on vit de façon saine. Alors, quelqu'un qui nous a dit tantôt, aller prendre une marche pour me vider l'esprit quand je vis quelque chose de lourd, on est exactement là-dedans, dans la régulation émotionnelle. C'est pas d'éviter ou de faire semblant que l'émotion n'existe pas, c'est plutôt de reconnaître, ouf, je vis quelque chose de lourd, de difficile en ce moment, je suis capable d'y apporter une réponse qui est saine, hein, qui va vraiment répondre à mon besoin. Ensuite, quand on pense à la pensée positive, ben, c'est ce que je vous disais tantôt. En fait, ce sur quoi je voulais attirer votre attention par rapport au risque hein, de tomber dans une pensée qui est toxique, donc de la positivité toxique, mais une pensée positive qui est saine et qui est équilibrée, ça peut aussi être un choix pour renforcer la résilience. Donc, de penser, d'essayer de maintenir un certain optimisme. Donc, une stratégie pour faire ça, ça peut être de pratiquer la gratitude, d'avoir un journal de la gratitude. C'est pas de, c'est pas de prétendre que tout va bien et qu'on n'a jamais de problème, mais de faire le choix conscient, de voir, par exemple, aujourd'hui, il y a eu telle chose qui a généré de la gratitude chez moi, telle chose qui s'est produite que j'ai appréciée, qui a été agréable. Donc, c'est pas de faire fi des difficultés. Et même quand on regarde les difficultés, mais ça peut être de les déconstruire, de les voir différemment. Donc, si j'ai fait une erreur puis qu'il est arrivé quelque chose, ben, au lieu de me taper sur la tête, la pensée positive pourrait m'amener à me dire un peu plus, à reconnaître l'erreur, puis à me demander, ben, qu'est-ce que j'ai appris, par exemple. Donc, de le voir comme une expérience d'apprentissage. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente, mais ça vient aussi avec la pratique. Les liens sociaux sont pas à négliger, ils sont très importants. La résilience, ce n'est pas une pratique individuelle. On l'a dit de toute façon, hein, ce qui se passe dans nos vies personnelles influence le travail, vice-versa. On est des animaux sociaux. D'aller chercher des ressources, c'est faire preuve de résilience. Donc, une personne qui se dit, je vais tout faire toute seule, je vais être forte, je vais être indépendante, j'ai besoin de personne, c'est pas quelqu'un qui fait preuve de résilience. On est capable aussi de marcher un peu sur notre orgueil, de se questionner sur les discours qui nous amènent à croire que c'est moins noble de demander de l'aide que de régler les problèmes par soi-même. Ça peut être très pertinent aussi. Et finalement, ben, la catégorie de l'auto-soin. Donc, ce sont toutes les choses qu'on fait pour prendre soin de soi-même. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être spectaculaire. Ça peut être des choses très, très simples, comme aller prendre une marche. Et donc, de trouver soi-même qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui contribue là, à nos auto-soins. Donc, pour poursuivre là-dessus, ben, pour maintenir la résilience, il y a aussi des réflexions à avoir. Et la première, c'est par rapport aux autosoins,
le fait de prendre soin de soi, des conseils à garder en tête, que c'est important de prendre soin de soi et de déconstruire l'idée que c'est égoïste ou que c'est d'être trop centré sur soi-même. Au contraire, de prendre des moments, de mettre des limites aussi et de protéger ces espaces et ce temps-là qu'on consacre à prendre soin de soi, à faire des choses qu'on aime, qui nous font du bien, qui nous nourrissent. C'est une excellente façon de maintenir notre équilibre, mais c'est aussi une façon de renforcer notre résilience, donc notre capacité peut-être à faire face à des défis et à venir en aide à d'autres personnes. On veut aussi prioriser la croissance. Donc, tantôt, quand je parlais des stress, ben, un stress qui peut être présent au milieu de travail, c'est quand on a l'impression qu'on stagne, qu'on n'est pas capable d'aller à un autre niveau, d'apprendre, de s'améliorer. Donc, le fait de maintenir cet engagement-là en faveur de la croissance, donc d'aller chercher que ça soit en milieu professionnel par rapport à notre travail ou que ça soit dans notre vie personnelle, de se dire qu'on est des apprenants, apprenantes et que d'accorder du temps, de l'énergie et de se donner aussi de la bienveillance par rapport aux erreurs ou aux échecs auxquels on peut faire face en cours de route. C'est ça aussi, d'avoir un esprit qui est axé sur la croissance. Donc, c'est pas linéaire. Bien sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas et ça fait partie du processus. Comme je l'ai mentionné tantôt, on veut faire l'effort conscient de rediriger notre réflexion, notre pensée de façon plus positive quand on se rend compte qu'on est en train de, euh, d'avoir un discours négatif envers soi-même, de construire notre réseau de soutien. Alors, quand j'ai parlé tantôt là, de soutien, de liens sociaux, peut-être que vous vous êtes dit, ah oui, moi, je le fais déjà, j'ai telle personne que je contacte quand j'ai besoin d'aide. Si c'est pas le cas, ben, quelque chose que vous pouvez faire, ça peut être de vous demander comment est-ce que je peux le bâtir et le renforcer, ce réseau de soutien-là. Et finalement, de voir aussi comment est-ce qu'on perçoit ça dans le contexte de travail, dans nos pratiques de travail, de façon durable. Donc, est-ce que mes buts sont réalistes? Est-ce que ma charge de travail aussi a du bon sens? Est-ce que je fais attention aux signaux d'alarme qui me disent que je suis peut-être en train de glisser vers le burn-out? Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Peut-être réfléchir, entre autres, à des pratiques au travail que vous pourriez ajuster pour réduire le stress. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a donné des idées. Alors, en résumé, ben, on garde en tête que c'est un cheminement, c'est une pratique, donc ça apparaît pas du jour au lendemain, la résilience ou la capacité à faire face au stress, mais en y allant une étape à la fois avec des petits objectifs, une stratégie à la fois, puis en utilisant des stratégies qui vous semblent pertinentes, qui se collent bien à votre réalité, mais c'est comme ça qu'on se donne une meilleure chance et de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul dans ce processus-là. Alors, pour l'avenir, si vous voulez recevoir du soutien ou en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir, comme je le disais, le site de la CSM, à aller voir aussi dans la plateforme Ça va pas aujourd'hui, tout ce qui est disponible. Donc, il y a une variété de ressources, des modules que vous pouvez faire, des documents que vous pouvez lire. Donc, allez consulter là, ce qui est disponible pour poursuivre la réflexion, puis aussi mettre en pratique là, à travers les différents exercices. Donc, ça conclut ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous dis un gros merci d'avoir été présente. Je reste disponible là, si vous avez des questions ou commentaires. Vous pouvez les partager dans l'espace de clavardage. Je vous dis merci beaucoup.